C'est le bruit qui m'a frappé en premier, un craquement sinistre lorsque l'arrière de mon crâne a percuté le carrelage en céramique, puis un flash blanc de douleur a explosé derrière mes yeux, irradiant le long de ma nuque, jusque dans mes épaules alors que je m'effondrais, les genoux lâchant contre le mur de la cuisine que j'avais moi-même peint d'un jaune beurre d'où il y a 30 ans. Mon fils, Marc, n'a même pas tressailli, son visage que j'avais autrefois bercé entre mes mains n'étant plus qu'un masque de rage pourpre. Ses yeux réduits à des fentes me fixant froidement tandis que sa poitrine se soulevait au rythme de son souffle court alors que je glissais sur le sol en linoléum, moi, une femme de 72 ans, venant d'être agressée par son fils unique. Depuis le couloir, j'ai entendu un souffle court suivi d'un cri terrifié, celui de Léa, ma petite fille de 9 ans, figée sur le seuil de la porte, ses petites mains couvrant sa bouche et ses yeux écarquillés par une terreur qu'aucun enfant ne devrait jamais ressentir. Surtout pas face à son propre père. Le son de ce cri a semblé sortir Marc de sa transe colérique, mais pas pour le plonger dans le remords, il a simplement grogné, un bruit laid et méprisant, avant de me tourner le dos et de sortir d'un pas lourd par la baie vitrée menant au jardin. J'ai refusé de pleurer, refusant de lui donner cette satisfaction, sentant le goût métallique du sang dans ma bouche là où j'avais mordu ma langue, et j'ai utilisé avec peine le rebord du plan de travail pour me hisser debout, chaque os de mon corps me faisant souffrir. Bien que ce soit ce vide glacial qui venait de s'ouvrir dans ma poitrine qui me faisait le plus mal. C'était ma maison, celle que j'avais bâtie, et j'avais mis au monde l'homme qui venait de me jeter contre ces murs. À travers la vitre, je l'ai regardé rejoindre sa femme, Sandrine, qui fredonnait dans le jardin tout en dirigeant un ouvrier installant un immense barbecue professionnel, elle qui accrochait déjà des guirlandes colorées aux gouttières de ma maison, ma propre maison. Elle a levé les yeux quand Marc s'est approché et lui a adressé un sourire éclatant et venimeux, sans demander l'origine du fracas ni pourquoi sa fille criait, se contentant de lui tendre une canette de bière fraîche tirée d'une glacière déjà remplie. Et j'ai entendu sa voix portée par la brise dire qu'il était enfin parti, et qu'ils allaient enfin pouvoir vivre et organiser la fête du siècle. Une fête, il célébrait le fait de m'avoir enfin brisé, de m'avoir poussé vers la sortie, mais cela viendrait plus tard, bien plus tard, car d'abord je devais sortir d'ici et survivre à cette matinée. J'ai contourné le salon, ignorant le nouveau canapé d'angle tape à accent grave l'œil qu'ils avaient acheté avec ma carte de crédit, pour me diriger directement vers ma chambre, qui n'était plus ma vraie chambre, bien sûr. Car ma suite parentale avec la grande fenêtre donnant sur les rosiers qu'André et moi avions plantés était désormais la leur, Sandrine ayant décrété qu'ils avaient besoin d'espace et de leur propre salle de bain, me reléguant dans la petite chambre d'amis au fond du couloir. À peine plus grande qu'un placard, juste à côté du chauffe-eau bruyant. J'avais accepté, j'acceptais. Toujours, me faisant toujours plus petite pour qu'il soit plus à l'aise chez moi. J'ai sorti un vieux sac de voyage en toile du fond de l'armoire exiguë, le même sac que j'avais quand je suis arrivé à Nantes il y a 45 ans avec le rêve d'ouvrir ma propre boulangerie, et maintenant, il allait transporter les restes de la vie que je fuyais. J'ai empaqueté peu de choses, quelques vêtements de rechange, mes médicaments pour la tension, et l'épée pull en laine qu'André m'avait offert le Noël précédant sa mort, avant de glisser la photo encadrée de lui qui trônait sur ma table de chevet. Ses yeux bienveillants semblant stabiliser mes mains tremblantes. Il était parti depuis 15 ans, emporté par une crise cardiaque massive alors qu'il fabriquait un meuble dans son atelier d'ébénisterie, et certains jours, je me disais qu'il était le plus chanceux. Car il n'avait jamais eu à voir ce que notre fils était devenu. Mes doigts ont effleuré une enveloppe craft usée au fond du tiroir et je me suis arrêté, les titres de propriété, les documents originaux portant mon nom, Eliane Vallet. Comme seul et unique propriétaire, pas Marc, pas Sandrine, mais moi. Une clarté froide et tranchante a percé le brouillard de ma douleur, réalisant que je n'avais pas seulement été agressé, mais qu'on était en train de me voler, et
J'ai enfoncé l'enveloppe au fond du sac entre deux couches de vêtements avec la certitude glaciale que j'en aurais besoin. La porte a grincé et Léa était là, le visage pâle et marqué par les larmes, ne disant rien mais courant vers moi pour serrer ses bras menus autour de ma taille en cachant son visage dans mon chemisier, tremblante, me suppliant tout bas de ne pas partir. Je lui ai caressé les cheveux, le cœur à nouveau brisé, sachant que je ne pardonnerai jamais à Marc, non pas pour la bousculade ou la maison, mais pour avoir semé cette peur dans le cœur de sa propre fille. J'ai menti en lui disant que je partais juste un petit moment et que je reviendrais vite, mais elle a secoué la tête contre mon ventre car les enfants savent toujours quand on ment. Depuis la cuisine, j'entendais la voix de Sandrine, forte et insouciante, au téléphone, racontant qu'Eliane faisait enfin ses bagages et qu'il faisait un barbecue samedi pour fêter ça, invitant tout le monde car ils étaient enfin libres. Mes doigts sont figés sur la fermeture éclair, une fête pour célébrer mon départ, pour célébrer l'expulsion d'une femme de 72 ans de sa propre maison, une cruauté à couper le souffle. J'ai fermé le sac d'un coup sec, me suis agenouillé malgré la douleur dans mon dos, et j'ai pris le visage de Léa dans mes mains en lui disant que tout irait bien, avant de l'embrasser sur le front car je ne pouvais plus rester, pas après qu'il ait levé la main sur moi. Pas après avoir entendu le rire de cette femme. J'ai passé le sac à l'épaule, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, et j'ai traversé le salon en regardant les meubles que je ne reconnaissais plus, les murs peints d'un gris stérile recouvrant l'ivoire chaleureux que j'avais choisi. Le parquet massif qu'André et moi avions posé. Remplacé par un stratifié sombre et bon marché, réalisant que je n'étais plus qu'un fantôme dans ma propre vie. Sandrine était dans le jardin, disposant des paquets de chips sur une table pliante, et en m'apercevant passer devant la vitre, elle n'a pas fait un geste, se contentant d'un petit sourire victorieux. Qui disait tout, enfin, tu dégages, c'est chez nous ici. Marc était assis sur une chaise en plastique, le dos tourné, sirotant sa bière sans lever les yeux ni dire au revoir. J'ai ouvert la porte d'entrée et le soleil radieux de l'après-midi m'a frappé, une chaleur étouffante qui me brûlait la gorge. Tandis que je descendais l'allée pavée que j'avais posée de mes propres mains. Sans regarder en arrière car je ne le pouvais pas. Mes jambes tremblant alors. Que je ne savais même pas où j'allais. J'ai traversé la rue d'un pas instable et ma voisine, Blandine, qui arrosait ses hortensias, m'a vu avec mon sac de voyage et son expression est passée de la neutralité à l'inquiétude profonde, me demandant ce qui s'était passé. J'ai secoué la tête, incapable de parler de peur. Que le barrage ne cède, et elle a lâché son tuyau d'arrosage pour accourir vers moi, me prenant fermement par le bras pour me conduire dans sa maison calme et fraîche qui sentait la cire et les vieux livres. Elle m'a installé à sa table de cuisine et m'a préparé une infusion à la camomille, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir la tasse, mais Blandine n'a posé aucune question, se contentant de rester assise avec moi dans une compréhension silencieuse. Celle des femmes de notre génération qui reconnaissent le langage de la douleur sans avoir besoin de mots. J'ai bu monter en silence, me sentant vieille non pas de corps mais d'âme, usée par la trahison de la seule personne que j'aimais le plus au monde, ce garçon que j'avais élevé seul après la mort d'André, faisant tourner la boulangerie de l'aube au crépuscule pour qu'il ne manque de rien. Payant ses études jusqu'au dernier centime pour qu'il n'ait pas à travailler de ses mains comme nous. Je l'avais soutenu quand il avait rencontré Sandrine, même si une petite voix me disait qu'elle n'était faite que d'ambition égoïste, mais je voulais son bonheur alors j'avais fait taire cette voix, comme je m'étais toujours tu. Quand ils avaient demandé à emménager pour quelques mois afin d'économiser pour un apport, j'avais dit oui car c'était mon fils et que c'était sa maison, mais les 6 mois s'étaient transformés en 2 ans, Léa était née, et il n'était jamais parti. L'invasion avait été lente et insidieuse, commençant par Sandrine qui réorganisait ma cuisine en critiquant mon agencement, rangeant mon robot pâtissier professionnel au garage pour faire de la place à sa machine à expresso, puis critiquant mes meubles en chêne massif qu'André avait fabriqués.
les jugeant trop datés. Un jour, en rentrant du marché, j'avais découvert qu'ils avaient déménagé toutes mes affaires dans la petite chambre du fond sous prétexte que Léa grandissait et qu'ils avaient besoin de la suite parentale, et j'avais accepté en pensant que c'était temporaire, mais ça ne l'était jamais. Blandine a préparé la chambre d'amis pour moi, un endroit impeccable sentant la lavande, et m'a dit de rester aussi longtemps que nécessaire. Je l'ai remercié d'un hochement de tête et je me suis allongé, mais le sommeil ne venait pas, car j'entendais encore le rire de Sandrine par-delà la clôture célébrant leur liberté retrouvée. J'ai passé la nuit à fixer le plafond, me repassant le film de la perte de mon fils, me demandant si je n'avais pas été trop aveugle, trop prête à ne voir que le petit garçon que j'avais élevé et non l'homme qu'il était devenu, ou si mon amour n'avait été qu'un rideau que je refusais de soulever. Je me souvenais du jour où nous avions acheté ce terrain poussiéreux, économisant pendant 10 ans, André l'ébéniste et moi la boulangère dessinant les plans sur une serviette de restaurant. Bâtissant chaque mur de nos mains chaque week-end pendant 2 ans. Sous l'œil de Marc qui jouait dans la terre avec ses petits camions. Quand nous avions enfin emménagé, André m'avait porté sur le seuil en riant, fier de notre foyer qui, pendant des années, avait fleuri d'odeurs de pain frais et de sueur de bois. Nous avions tout misé sur Marc, nos économies, nos rêves, et quand André est mort alors que Marc avait 21 ans, mon monde s'est écroulé, mais j'avais mon fils, et pour lui, j'avais vendu la camionnette de livraison. Pris une hypothèque sur la maison pour payer sa dernière année d'école de commerce. Travaillant 16 heures par jour les mains couvertes de farine pour qu'il puisse réussir. Il avait trouvé un poste dans une grande entreprise de logistique, y avait rencontré Sandrine qui ne parlait que de promotion et de voitures de luxe, et bien que je ressente un pincement au cœur, j'avais payé la majeure partie de leur mariage. Puis les visites s'étaient espacées, ils avaient des difficultés financières, et la demande était tombée, juste quelques mois. Maman. Au début, c'était bien de retrouver de la vie dans la maison, mais Sandrine ne supportait pas ma présence, poussant mon fauteuil préféré dans un coin, changeant l'électroménager à crédit, me chassant de ma chambre, et quand je demandais où en étaient leurs économies, Marc restait évasif. Prétendant que c'était dur. Sandrine invitait ses amis à des fêtes bruyantes auxquelles je n'étais pas convié, les factures s'accumulaient sans qu'ils ne participent. Et mes propres économies fondaient. Puis ils avaient pris un crédit pour une voiture, rénové la salle de bain sans me demander mon avis en me tendant la facture du plombier sous prétexte qu'il valorisait ma maison qu'il finirait par hériter de toute façon, me traitant déjà comme une morte, un simple obstacle. Léa commençait aussi à s'éloigner, grondée par sa merdée. Qu'elle s'approchait de moi. Le point de rupture était arrivé quelques semaines plus tôt quand j'avais reçu un relevé bancaire pour un prêt de 5 000 € que je n'avais jamais contracté, ma signature ayant été grossièrement imitée, et quand j'avais affronté Marc, il n'avait même pas nié. Hurlant qu'il en avait marre de mes plaintes et que ce n'était plus ma maison mais la leur. Qu'il dirigeait tout désormais. C'est après cela que j'avais caché les titres de propriété, commençant à élaborer un plan, mais j'avais été trop lente. Trop optimiste. Ce matin-là, il avait exigé que je signe des papiers pour mettre la maison à son nom, pour mon bien, et devant mon refus, il m'avait bousculé. Je m'étais sans doute endormi car je me suis réveillé avec le soleil filtrant à travers les rideaux de Blandine, le corps en miettes, mais quand elle est entrée avec mon petit déjeuner et son téléphone à la main, son visage était figé par une colère noire. Elle m'a montré l'écran, des photos de ma maison, de mon jardin, rempli de gens, de tables couvertes de nourriture et d'alcool, le barbecue fumant sous les ballons colorés, il faisait la fête. Pour célébrer mon absence. Puis une vidéo où l'on entendait la musique assourdissante et Sandrine, debout sur une de mes chaises de patio, levant son verre en hurlant « à la liberté ». Elle est enfin partie, on est enfin débarrassé d'elle, cette maison est à nous. Santé. J'ai regardé l'écran noir, mes mains ne tremblaient plus,
elles étaient d'un calme terrifiant, et la douleur a laissé place à une rage froide, pure, la chose la plus forte que j'ai ressentie en 20 ans. Il trinquait au fait d'avoir agressé une vieille femme et volé sa maison, pensant que j'étais un être brisé qu'on pouvait jeter aux ordures. Il se trompait. J'ai demandé à Blandine depuis combien de temps cela durait, et elle m'a répondu que sa nièce lui avait dit que ça avait commencé le matin même. Je me suis levé, affirmant que j'avais fait l'erreur de partir comme une coupable, comme une voleuse dans la nuit, mais que j'allais récupérer ma maison et les mettre dehors. Blandine m'a demandé comment. Puisqu'ils avaient tout, mais j'ai sorti l'enveloppe Kraft de mon sac en lui disant qu'il n'avait rien du tout, avant de lui demander si elle connaissait un avocat, un vrai requin. Elle a eu un sourire sinistre et m'a emmené voir Maître Lefebvre, une femme d'une cinquantaine d'années au regard d'acier. Dans son bureau, je lui ai tout raconté, sans pleurer, avec une précision glaciale. L'invasion, l'abus financier, la signature falsifiée, l'agression physique, lui montrant les relevés bancaires et les titres de propriété. Blandine lui a montré la vidéo du toast de Sandrine. Maître Lefebvre est resté silencieuse 1 minute. Avant de déclarer que ce n'était pas une dispute familiale, mais un abus de faiblesse, une fraude et une spoliation illégale, et que mon dossier était en béton. Elle m'a demandé si j'étais prête à accuser formellement mon fils d'un crime, et en repensant au visage de Marc et aux cris de Léa, j'ai répondu que j'étais plus que prête. Elle a immédiatement pris son téléphone, expliquant qu'ils étaient actuellement en train de violer ma propriété et que l'agression était un motif suffisant pour obtenir une ordonnance d'expulsion d'urgence par un juge le jour même. Pendant 2 heures, Maître Lefebvre a été un tourbillon d'efficacité, rédigeant des dépositions, appelant un juge de ses connaissances et coordonnant l'intervention avec le commissariat local, tout en prévenant les services de l'aide sociale à l'enfance pour la sécurité de Léa. À 18 heures, nous étions de retour dans ma rue, flanqués de 2 voitures de police, et je suis sorti de la voiture avec une décharge d'adrénaline remplaçant ma peur. Le brigadier Ramirez m'a demandé confirmation que c'était ma propriété et que j'en avais pas ma permission d'y être, ce que j'ai confirmé avec force. Les policiers, l'avocate et l'assistante sociale se sont avancés vers la maison. Alors que la musique battait son plein. Ramirez a martelé la porte, le volume a baissé, et Marc a ouvert, une bière à la main, le visage rouge d'alcool, pensant d'abord à un voisin mécontent avant de se décomposer en voyant les uniformes. Maître Lefebvre s'est avancé calmement pour lui signifier qu'en tant qu'avocate de la propriétaire, elle lui remettait une ordonnance d'expulsion immédiate et qu'il devait quitter les lieux sans délai avec ses invités. Marc a bafouillé, me voyant sur le trottoir, sa confusion se transformant en une fureur noire, hurlant contre moi, bientôt rejoint par Sandrine qui criait que c'était leur maison et qu'ils ne pouvaient pas être expulsés. Le brigadier a calmement rappelé que la propriété était au nom d'Eliane Vallet, que l'ordre était exécutoire et qu'ils avaient 30 minutes pour prendre leurs affaires essentielles avant d'être escortés, ajoutant que des plaintes pour frauder agression pesaient sur eux. Le visage de Sandrine est devenu livide alors que les invités, curieux et mal à l'aise, quittaient précipitamment les lieux par la porte du jardin pour ne pas être mêlés à cette affaire. En 5 minutes, le jardin était désert. Marc a tenté de s'approcher de moi mais le policier l'a stoppé net, tandis que l'assistante sociale entrait pour chercher Léa qui s'est jetée dans mes bras en pleurant. J'ai pris ma petite fille contre moi, lui promettant que tout irait bien, pendant que l'assistante sociale expliquait aux parents qu'ils devaient partir pour le moment. Pendant la demi-heure qui a suivi, j'ai regardé leur vie s'effondrer, Sandrine jetait des vêtements dans des sacs poubelles en hurlant à l'injustice, tandis que Marc, défait, emballait ses affaires d'une main tremblante, n'étant plus que l'ombre du tyran qui m'avait poussé. Ils ont été escortés jusqu'à leur voiture, celle que je payais encore, et Sandrine m'a lancé un regard de haine pure en me promettant que je le regretterais, ce à quoi l'avocate a répondu que chaque menace serait
Consigné. Marc n'a pas osé me regarder, il s'est juste assis au volant, et ils ont disparu au coin de la rue sous le regard de l'assistante sociale qui restait en contact pour Léa. Le silence est retombé sur la rue, un silence lourd mais libérateur. Blandine m'a proposé de rester mais j'ai refusé, ayant besoin de reprendre possession de mon espace seul. Je suis entré, la maison était un champ de bataille jonché de bouteilles vides et de restes de nourriture, mais c'était ma maison. Je suis allé au jardin, j'ai arraché les guirlandes festives, j'ai nettoyé chaque gobelet en plastique, me sentant plus légère à chaque sac poubelle rempli, purgeant ma maison de leur présence malveillante. Je suis allé dans ma chambre, j'ai vidé les placards des vêtements de Sandrine. J'ai arraché ses draps léopards vulgaires pour remettre mes draps en coton blanc, puis j'ai ramené la photo d'André sur ma table de chevet en lui murmurant que j'étais enfin revenu. Il était minuit quand j'ai eu fini, la maison était propre et paisible, j'ai remis mon fauteuil d'ébéniste à sa place face à la fenêtre et je m'y suis assise. J'avais perdu mon fils, j'avais perdu des années à cause de leur égoïsme, mais je n'étais pas brisé car aimer quelqu'un ne signifie pas l'autoriser à vous détruire. J'avais bâti cette maison avec amour et sacrifice, et j'avais failli la perdre par cupidité, mais je m'étais battu. Le lendemain matin, j'ai fait changer toutes les serrures, j'ai préparé mon café dans ma cuisine et j'ai regardé le soleil se lever, sachant que des batailles juridiques m'attendaient pour marquer pour la garde de Léa. Mais j'avais la certitude absolue que je ne me ferais plus jamais petite pour accommoder la cruauté d'autrui, car ma maison était enfin redevenue mon sanctuaire, et Jean était, pour toujours, la seule maîtresse.